Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Jérémy, Fred, Owen, Julien et d'une toute nouvelle invitée en la personne de Lucie. Salut, c'est moi. Bienvenue Lucie dans l'équipe DCP. Merci. Alors tu es une recrue par Fred. Oui, en effet. C'est moi le recruteur un peu chez DCP. Voilà, on s'est rencontrés à notre taf de cinéma. De cinéma, oui. Et il m'a invité parce que j'ai fait des études d'animation 2D. Du coup, l'animation, c'est mon point fort, on va dire. Et comme on va parler de Toy Story et dans un sens plus large de toute la saga Toy Story et de Pixar, ça va être l'occasion de revenir donc dans un premier temps sur notre rapport à la saga Toy Story. Ensuite, on va faire la critique de Toy Story 5 et pour finir, même pas pour finir, puisque chacun va parler d'un Pixar qui lui tient particulièrement à cœur et Jérémy nous fera les chiffres de Pixar. Donc là, vous êtes dans la deuxième partie de l'épisode 68 de DCP, entièrement consacré à Pixar. Je peux faire une blague ? Vas-y. J'ai raté le 6-7, c'est épisode 68. On n'y a pas pensé à l'émission d'avant. On n'y a pas pensé. Ouais, personne l'a fait. C'est trop vieux pour ça. Là, tu viens de passer directement dans la tier list des invités qu'on réinvitera plus. Mais avant de lancer la critique du film Toy Story 5, je vais vous demander un peu c'est quoi votre rapport à cette saga qui est très très longue, qui existe depuis 95, donc qui existe avant notre naissance, mais qui continue de sortir des films aujourd'hui. Oui. Alors, Toy Story, est-ce que c'est votre enfance ? Non, voilà. Non, mais en vrai, j'ai découvert les films un peu sur le tard. Je crois que c'est quand le 4 il est sorti que je me suis intéressé à la saga. Ouais. Et donc, du coup, ça m'a pas. Enfin, j'ai pas grandi avec. Donc, du coup, moi, je l'ai plus vu avec un regard admiratif de cinéphile qu'un regard admiratif d'enfant. Un peu pareil, sauf que moi, j'avais vu quand même les deux premiers quand j'étais petit. Mais j'avais pas vu le 3 quand il est sorti en 2010. Le 3, j'avais 10 ans, j'avais déjà arrêté de regarder Toy Story. Mais les deux premiers, ouais. Mais là, j'ai tout redécouvert, pareil, il y a 2 semaines, 3, 4, 5. Ouais. Et voilà. Lucie ? Alors moi, c'est pas que c'est particulier, c'est que c'est surtout Toy Story 2 qui est mon enfance, parce que vous savez, moi j'ai eu des parents qui m'offraient des DVD, mais pas dans l'ordre. Du coup, j'ai poncé Toy Story 2, mais c'est tout. Et j'ai découvert un peu tard le Toy Story 1 et 3 et le 4, je l'ai vu quand il est sorti. Donc j'ai pas un apport, on va dire, très fort avec la saga, mais plus avec le Toy Story 2 particulièrement. Moi, j'étais fan. Je regardais que ça quand j'étais petit. Mais merci, mon frère. Ouais, merci, mon frère. Non, j'étais vraiment fan. Le 1, je me le tapais en boucle, le 2 aussi. Moi, Toy Story, c'est drôle, c'est un film que j'ai gardé mon enfance. Je crois que c'est la première jaquette que je dessinais en boucle quand j'étais gamin. Oh. Et vraiment, non, ça, je les ai toujours suivis et j'avais même les jouets. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce côté. Non, c'était. Je pense que ça a été vraiment, quand je suis entré dans le monde un peu Disney Pixar, ça a été avec Toy Story. Ouais, c'est un petit peu préparé. Moi, j'ai grandi en louant des DVD à Vidéo Future. Et tout ce qui est Toy Story, Monstres et compagnie, Indestructible, c'est arrivé un petit peu après. C'est vraiment des films que j'ai passé mon temps à louer en DVD. Et quand Toy Story 3 est sorti, je l'ai vu, j'avais 11 ans. Je n'étais pas assez vieux pour aller voir Toy Story 3, Julien. J'étais dans l'âge et j'ai trouvé ça incroyable. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un des meilleurs films d'animation de l'histoire, Toy Story 3. Est-ce que du coup, quand tu l'as revu, t'as eu un regard un peu différent dessus ? Parce que je trouve qu'il est tellement un film pour adultes. Toy Story 3 ? Ouais, c'est tellement un film, si t'es enfant dans les années 90 et que tu le vois du coup en 2010, genre je sais pas, t'as la vingtaine ou t'es dans l'adolescence, c'est vraiment destiné à ce public-là. Pour moi, c'est plus destiné vraiment à un public... Mais ça, c'est un truc que la saga a super bien réussi à faire, c'est de suivre son public, je trouve. C'est, quand tu vois Toy Story 5, il y a beaucoup... Enfin, comme tu disais, là, dans ta séance, c'est plus les adultes qui rigolaient que les enfants, je pense. Après, si t'es un enfant, ça s'adresse quand même à toi, mais je trouve que ça, à partir du 3, ça marche beaucoup plus sur un public adulte, moi, je trouve. Moi, je suis pas d'accord, parce qu'en soi, Pixar, Toy Story, ça a toujours été ça, même d'autres Pixar, c'est qu'à la fois, ça peut à la fois toucher les enfants et les adultes, non ? Je sens que le 3, ça t'a plus touché, toi, parce qu'à ce moment-là, t'avais déjà plus d'âge. Mais je pense C'était il y a 2 semaines, mais oui, ça m'a touché. Ah oui, c'est vrai que t'as rattrapé ça il y a 2 semaines, tu vois. Mais je pense que Pixar arrive souvent à bien faire ça. Ah oui, mais complètement, c'est leur force. Et justement, j'ai revu Toy Story 1, et dans Toy Story 1, il y a des blagues vachement adultes aussi dedans, c'est juste que tu le vois pas quand t'es petit, c'est normal. Mais pour répondre à ta question sur Toy Story 3, moi, pour l'avoir vu du coup à 11 ans quand il était en salle, je trouve que non seulement c'est un film super palpitant, et il est encore aujourd'hui, en matière de péripéties, juste de comment utiliser tous les attributs de tous les différents jouets du groupe pour faire cette évasion. C'est super gratifiant, et effectivement, dès le 2e film, ils entament toute la thématique du deuil et du fait qu'on sait qu'un jour Andy va devenir adulte et à un moment il va falloir se séparer d'Andy, trouver des solutions, et je trouve que le 3 porte ça tout le long du film, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs un petit problème que je dirais dans le 5, mais dans le 3, il y a toute cette thématique de se dire on fait tout notre possible pour rentrer chez nous, mais chez nous, c'est déjà mort. Parce qu'en fait, Andy est déjà adulte.
c'est déjà perdu d'avance. Et je trouve que c'est un film, aujourd'hui, c'est un film qui développe vraiment ce truc de désespoir. Et d'une maturité, je trouve, assez forte, une grande maturité, et même c'est un petit bijou de scénario, comme tu dis. C'est un chef-d'œuvre. Mais ce que je trouve fort, moi, avec la saga Toy Story, enfin, moi, je pense surtout aux 3 premiers, parce qu'on y reviendra après avec le 5, mais il y a vraiment ce côté, le 1 est génial, le 2 va encore plus loin, et le 3, c'est un aboutissement. Et en fait, quand je regarde les films Toy Story, je me rends compte que les films Toy Story, c'est des films d'évasion. En soi, à chaque fois, le principe même des Toy Story, c'est que tu trouves des jouets qui se perdent dans un endroit qui leur est inconnu, et leur but, c'est, comme tu disais, de rentrer à la maison. Et à chaque fois, en fait, ça va toujours plus loin. C'est-à-dire que le 1, bon, ça se passe chez Sid, donc c'est vraiment le voisin d'à côté, mais c'est déjà assez loin pour un jouet. Le 2, alors c'est à l'autre bout de la ville, puis à la fin, rappelez-vous le final, c'est l'aéroport. Et le 3, en fait, je trouve que le 3, ce qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment compris ce côté évasion, prison. Et là, avec le côté maternel, c'est encore plus fort, quoi. Je trouve que le 3 est vraiment l'un des meilleurs dans le terme évasion de la saga Toy Story, quoi. Mais comme tu dis, c'est toujours des films d'évasion, mais à chaque fois, le rapport au jouet change. C'est-à-dire que le 1, comme tu dis, ça va chez Sid, et c'est comment un jouet, ça procure à un enfant du plaisir pour jouer, mais aussi par la destruction, le fait que Sid maltraite les jouets. Dans le 2, tu te rends compte que les jouets ont aussi une valeur de collection. Et dans le 3, tu as toute cette dimension du jouet. Qu'est-ce qui reste du jouet quand tu ne joues plus avec ? Puis la cour de récré. Oui, pareil, tu vois, c'est toujours des rapports différents aux jouets, et tout en étant dans le même type de narration, finalement. Et là où je trouve que, tu vois, à la limite, le 4, et on en parlera un peu plus du 5, je pense qu'on n'arrivera jamais à faire mieux que l'enchaînement 1, 2, 3. Et je pense que le 3 est vraiment génial, et je pense que ça aurait pu se terminer dessus. Mais bien sûr. je suis pas du tout contre le 4 et le 5, parce qu'à chaque fois, ils rajoutent des idées. Et je pense que, de toute façon, Toy Story, on l'a compris, le rapport du jouet à l'enfant, ça peut tout à fait parler de n'importe quelle relation amicale, voire amoureuse. Enfin, ça parle de tout. Donc je pense qu'on aura toujours des trucs à dire sur les jouets. Et je pense qu'on pourra faire des Toy Story 6, 7, 8, 9, quoi. C'est ça. Enfin, des idées, certes, mais et toujours un peu dans l'évolution, toujours de suivre son public. Mais c'est surtout le nombre de personnages secondaires qu'ils apportent à chaque film et qui à chaque fois fonctionnent. Je trouve ça assez dingue. Mais après, il y a un côté trop de personnages, et on va en parler dans le 5. Ça, je trouve même le 4. Déjà, le 4, déjà dans le 4. Là, le 4, tu vois, tu passes ton temps à passer d'un personnage à l'autre. Je trouve que ça va, ça se mène bien, mais c'est vrai qu'à un moment, tu perds un peu le côté, tu vois... Groupe. Ceux que tu suivais dans le premier, tu les suis plus, en fait, finalement. Et ceux que tu aimais bien dans le premier, ils sont juste là, ils ont un rôle tertiaire. Ouais, c'est clair. Encore plus dans le 5 aussi. Rendez-moi Monsieur Patate. On se souvient tous du désarroi public quand Pixar a annoncé un 4e Toy Story, après la conclusion parfaite du 3e volet. Au final, le film il est cool. C'est très sympa le 4. Oui. Voilà. Et donc Pixar retente le coup et même a pour projet un 6e, 7e film. Mais en attendant, on a vu Toy Story 5 et qu'est-ce que ça vaut ? Jessie, salut! Est-ce que ça va aussi mal qu'on le dit pour les jouets? On en voit de plus en plus abandonnés chaque jour. On est fichus! La technologie nous a envahis aussi. Je sais pas quoi te dire, Jessie. Avec un jouet, on peut jouer, mais avec la tech, on peut tout faire. Je perds Bonnie à cause de cette machine. Les tâches de Buzz, Woody, Jessie et du reste de la bande deviennent exponentiellement plus difficiles lorsqu'ils se retrouvent confrontés à une toute nouvelle menace, la technologie. Qui commence? Déjà, quand t'as vu le trailer du 5, quel a été ton ressenti, Owen? Pourquoi moi en particulier? Parce que t'es un grand fan de Toy Story. Ah oui, vrai, il faut que j'admette que je suis un grand fan de Toy Story. T'es très très fan de Toy Story. Ouais, mais je suis très fan de Pixar de manière générale, c'est mon studio d'animation préféré. Moi je trouve que l'idée de la tech c'est vachement cool. Après ça engendre un petit peu ce truc et finalement comme tu dis c'est une saga qui évolue avec son public et finalement le public qui avait 10 ans, un peu moins de 10 ans en 95, aujourd'hui c'est des parents qui regardent leurs enfants aborder le jeu sous une nouvelle dimension, à savoir la technologie, et donc c'est un film destiné à ces gens-là sur regarder comment tu utilises la technologie pour ton enfant. Moi j'ai un peu le sentiment que le film, même si je l'aime bien, c'est un peu un vieux de 50 ans qui pose un regard sur la technologie en mode de mon temps, on savait mieux jouer avec des jouets. Mais encore, il le désamorce. Oui, c'est Oui, ça. Parce que tu vois, quand j'ai vu la bande-annonce, il y a une semaine du coup, et j'ai dit, ça va être ça, j'ai fait... Parce que ça fait ça fait vieux con en fait quand tu vois la bande-annonce. Non pas que le sujet soit pas inintéressant et qu'il y a plein de choses à dire sur la présence des écrans, l'addiction aux écrans, etc. Mais la manière dont il te le focus dans la bande-annonce et comment il le fait au tout début du film, moi je trouve que c'était le plan où tu vois, je sais plus quel jouet sur le toit, tu vois tous les enfants qui sont sur leurs écrans. C'est fait un peu too much quand même. Mais il part de ce postulat-là. Et en fait, il va quand même le désamorcer parce qu'à travers la figure des jouets, il parle aussi des jouets, les premières Game Boy, les premiers jeux numériques, qui sont aussi délaissés comme les jouets finalement. Du coup, cette obsolescence, il touche aussi ces jouets technologiques. Et ça, c'est assez intéressant.
Donc il désamorce un peu le propos. Et pareil, le Lilypad, ça va devenir aussi un personnage vraiment à part entière. Donc il arrive à plutôt bien s'en sortir dans son sujet. Puis en soi, quand tu regardes, effectivement, ils te redisent, hein, on le comprenait déjà un peu dans Toy Story 2, mais en soi, les jouets comme Woody ou Jessie, c'est vraiment des vieux jouets des années, genre, je sais pas combien, 50, tu vois. Donc quand on parle des vieux réacs, en soi, c'est important qu'il y ait une vision du vieux réac. Pour moi, Jessie, dans le film, c'est clairement ça, tu vois. Jessie, à travers ce personnage-là, t'as un peu ce vieux de 50, 60 ans, qui déteste la technologie, mais peu à peu, comme le dit Julien, c'est désamorcé. Et c'est accepté, tu vois. Et en même temps, ça te montre aussi des choses... voilà, j'ai plus loin dans le film, mais je trouve que tu as tout quand même ce rapport à la sociabilité à travers les écrans. Genre justement le groupe d'amis que va se faire Bonnie et le quasi-harcèlement que vit Bonnie finalement. Genre quand elle vit des moqueries. Non, mais donc en fait, je trouve qu'il apporte quand même des choses... il tombe pas dans l'écueil de dire « Oh, la technologie, c'est mal, c'est horrible ». Non, il te montre les avantages et les inconvénients que ça peut apporter. Comment c'est un objet... à la fois de distance entre les jeunes, mais c'est aussi des objets qui les rassemblent. Oui. Parce qu'au final, c'est un spoil, mais quelle est la résolution du film ? C'est que Bonnie va pouvoir interagir avec une amie et elles vont pouvoir créer une amitié à partir du fait qu'elles peuvent discuter à distance. Tout en pouvant continuer à jouer avec des jouets. Bon, je trouve un peu la rédemption de Lilypad un peu facile, mais après c'est tout. Mais... justement, j'ai bien aimé ce passage où on voit qu'elle change de mood quand elle est dans la voiture avec Bonnie. Je trouve tout ce passage ultra intéressant visuellement parce qu'on voit complètement qu'elle change de façon de voir les choses, mais sans dialogue, et ça, je trouve ça super intéressant. Moi, je pense que c'est vrai qu'on aurait beaucoup plus approfondir, je sais pas parler. On aurait beaucoup plus approfondir ce personnage-là qui justement est nouveau et qui est tout le sujet en fait, et au final on ne voit pas tant que ça. Je trouve ça un peu dommage. Du coup on préfère, je pense, se concentrer sur des personnages qu'on connaît. Comme on disait, le problème, on est trop attaché aux personnages des premiers films. Là où effectivement t'as raison, je pense que Lilypad elle a pas une énorme place dans le film, là où... Et voilà, justement, quitte à changer de perso, autant se focaliser sur les nouveaux persos, tu vois. Après, pour avoir revu les Toy Story juste hier, je trouve que la plupart des Toy Story hier soir, je trouve que les méchants ont pas une si grande place que ça dans le film à chaque fois. Lotso, il apparaît pas tant que ça, je trouve. Dans le 4, Gabi, elle apparaît pas tant que ça non plus. Oui, mais tu vois, je trouve, à la limite, ce qui est mal fait dans le 5, c'est que, donc, comment il s'appelle, Bozo ou le personnage du 4, c'est que c'est des personnages, ils arrivent en une séquence à pouvoir te parler de pourquoi ils sont devenus comme ça. Pourquoi ils ont ce passé un peu traumatisant. Le nounours violet, c'est Lotso, c'est vraiment le fait qu'il était abandonné et remplacé. Gabi, c'est la même chose. Et là, en fait, le problème, c'est que Lilypad, elle a aucun passé. Mais en fait, c'est une technologie qui a été créée comme ça, donc il n'y a aucun moyen de se rattacher à un passé traumatique. Mais ça, en soi, pardon. Lilypad, c'est pas un méchant, en fait, c'est un antagoniste, mais en soi, elle a les mêmes objectifs que les personnages principaux. Elle veut créer des liens d'amitié pour Bonnie. Elle, dans sa vision, ça passe par la technologie. Or, vu que c'est un nouvel objet et qu'elle n'a pas trop conscience en fait de comment se construisent des amitiés, elle a fait de la merde. C'est ça, et plutôt qu'approfondir son passé puisqu'elle en a pas, et de toute façon, il y a déjà eu des films comme ça, donc pourquoi le refaire ? Autant se focaliser sur cette partie de ok, il faut absolument créer de la sociabilité avec Bonnie, quitte à mal le faire. Tout ce passage-là, c'était ultra intéressant et c'est un peu dommage de pas avoir fait encore plus. Vivre la sociabilité comme une urgence absolue. Voilà. Bonnie, elle n'a pas d'amis, il faut absolument que je trouve des amis très 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 vite. Mais justement, je trouve que c'est bien parce que tout à l'heure on disait qu'on parlait du fait que c'était des films d'évasion. Alors on est toujours sur une question d'évasion parce qu'il faut revenir à un endroit, mais là tout est centré autour de Bonnie, c'est-à-dire que ce soit le 1, le 2 et le 3, il y a cette idée de retrouver Andy. Là, on n'est pas que dans l'idée de retrouver Bonnie, on doit retrouver Bonnie, mais on doit aider Bonnie à se faire une amie. Et je trouve que ça rajoute quand même un petit truc par rapport aux autres épisodes. Vous sentez pas que ça soit un peu, quand on parle du fait que t'as Lilypad qui en soi veut aussi aider Bonnie, mais qui quand même contrôle les jouets, moi ça me rappelle énormément Vice Versa 2. Il y a aussi un peu ce côté où on a des espèces d'antagonistes, qu'on pense être antagonistes, mais finalement non. Donc, Oui, c'est vrai. Des gens juste très inexpérimentés. C'est ça, qui veulent tout. En fait, qui veulent le même but que le protagonisme, mais qui en soi n'ont pas la même façon de faire, quoi. Après, je trouve que en termes de sur le scénario, t'avais quand même un truc dans les Toy Story où t'avais, je sais pas comment expliquer, mais tu sais que c'est des jouets qui sont vivants, mais ils doivent toujours essayer de paraître le plus immobile possible. Donc t'as toujours cette idée de, ils vont réussir à interférer dans la vie des enfants et de leurs humains en se décalant un petit peu à gauche, en tombant dans un sac, sans que les humains s'en rendent vraiment compte. Là, ça paraît de plus en plus gros parfois parce que il est question d'envoyer des messages à travers justement les Lilypad, etc. Et jamais les personnages se disent j'ai jamais envoyé ce message. Et des fois, ou pareil, t'as vraiment les cohortes de jouets qui s'immobilisent.
ça fait gros. Alors certes, mais déjà dans le 4, t'as ça sur la fin. Avec Forky aussi. Le 4, moi je l'ai revu récemment. T'as Forky qui bon, après lui, il se sent pas jouer, donc en fait il se mouvoie à chaque fois, mais il y a aussi ce côté où à chaque fois, tu vois, il n'y a pas l'action de s'immobiliser. Non, mais même toute la fin du 4, c'est vraiment les jouets qui ont vraiment une influence majeure sur la caravane. Sur le comportement des humains aussi, mais sur le comportement des humains en général. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus cette place qui est prise par les jouets d'interférer de manière de plus en plus visible dans la vie des humains aussi. À un moment, on va finir par les cramer, ces foutus jouets. Non, mais c'est peut-être aussi le souhait de vouloir les humaniser de plus en plus. Le 4, c'est ça te montre qu'un jouet peut être un jouet sans forcément avoir un être humain avec. Tu vois, ils deviennent indépendants en fait, les jouets dans le 4 à partir du 4. Oui, c'est trop bien, j'adore ça. Mais tu vois, une des forces du 4 sur le 5, et même de manière générale, c'est que le 3, on le voit souvent comme la grande conclusion de Toy Story. Mais le 4, il va faire une deuxième conclusion, puisque le 3, ça concluait sur si on perd Andy, on peut récupérer Bonnie, donc changement de propriétaire. Sauf que là, avec le 4, c'est vraiment la passation entre. Le passage de relais entre Woody et Jessie. Et en fait, ça te faisait une dernière conclusion, là où le 5, t'as pas vraiment cette sensation de conclusion, ça fait plus un épisode bonus. Et je trouve que le 4, en plus, s'en sortit mieux, parce qu'en termes de décor, le 4 est magnifique, la fête foraine, le magasin d'antiquité. Là, t'as le ranch, mais c'est tout. Je trouve qu'en termes de décor, tu vois, c'est un peu pauvre, le Toy Story 5. En fait, et là c'est un peu le tard que j'ai par rapport à ce 5, c'est que le 4 j'avais un peu moins ça, mais dans les 3 premiers, moi je ressens toujours, mais après j'étais enfant, je ressentais ce vertige du danger, de l'aventure, de se dire, attends, Woody il a été kidnappé, dans 2 jours il va se retrouver au Japon dans le 2e film, c'est très irréversible comme situation. Dans le 3, c'est très vertigineux comme enjeu. Or là, faut récupérer Jessie qui se retrouve dans une baraque pas si loin que ça. Tout le monde est à côté aussi. Ouais, et en fait, je trouve que il y a moins ce côté distance et grande aventure, et aussi je trouve que le récit, de la manière dont il est structuré, et là c'est le vrai problème pour moi de ce 5e film, c'est que je trouve qu'il y a un ventre mou, il y a un manque de rythme global, parce que finalement tu suis 3 arcs assez distincts. Tu suis Jessie qui est bloquée donc au ranch et qui essaye de retrouver un moyen de rentrer. Tu as Woody, Buzz et Lillipad chez Bonnie, et tu as cette armée de Buzz qui est elle à côté, qui vit sa vie. Et en fait, Jessie, elle parle avec Rouleau Pote, où voilà, quoi, ils font leur vie. T'as Woody et Buzz qui attendent que Lillipad elle rentre pour pouvoir lui parler, et en fait, genre à un moment donné, t'es en mode, en fait, l'histoire avance pas, tu sais pas trop quelle incidence tel truc va avoir, il y a une sorte de ventre mou, et je trouve que ça avance pas trop. Je pense que c'est surtout le montage qui fait ça personnellement, parce que vraiment d'avoir des fondus au noir pour repartir sur une autre histoire, etc., il pouvait y avoir des manières plus inventives de faire ces transitions-là, je trouve. Moi, tu vois, l'armée des Buzz, je trouve que c'était une bonne idée, mais le fait de l'amener séparément dans le film, ça perd en force. Tu vois, l'armée des Buzz, à la limite, je l'aurais même plus vu comme une espèce de court-métrage à côté de Pixar. Ou d'introduction du film, peut-être. Après, ils ont quand même une évolution, je sais pas, en introduction, mais en tout cas, un truc un peu à part, ça aurait été génial, parce que je trouve que l'idée est très forte. Tu vois que c'est des jouets qui savent même pas que c'est des... Enfin, on retourne sur le côté tostorien, ils savent pas ce que c'est des jouets, mais là, c'est une espèce d'unité, une espèce de micro-société qui se crée par eux-mêmes, en fait. Moi, ça m'a fait penser à Colonie. Non, mais il y a un truc qui me plaisait énormément sur cette île un peu déserte, le fait... c'était vraiment fort, mais mené dans ce film, ça perd en force, je trouve. Je trouve que moi, comme je l'ai vu, c'était un peu une petite pause, mais j'ai bien aimé ces petites pauses, moi, justement. Quand je voyais l'armée des Buzz arriver, je me suis dit, c'est mon passage préféré, parce que c'est vraiment super drôle et très bien amené. J'aime beaucoup, oui, comme tu disais, l'interaction entre les Buzz et ce qu'ils sont en train de découvrir. Et moi, ça me dérange pas. Justement, le fait qu'il y ait plein de petits passages comme ça, je trouve que ça permet de faire en sorte qu'il y ait plein de petites histoires qui se rejoignent en une seule. Moi, je trouve que c'est pas si mal. C'est vrai que le moment, on spoil un peu, mais le moment avec les chevaux, on était hilar dans la salle, tu vois. Oui, non, il y a des moments assez forts quand même. Et le film est très très drôle, hein. Moi j'ai reste drôle, très fort rigolé. C'est un très bon moment de cinéma. C'est un bien rigolé dans ma salle. Et toutes les séquences d'enfants qui jouent, qui est un truc qu'il n'y a pas trop dans les 2-3 premiers. Oh putain, les passages imaginaires, pardon, mais incroyable. Et c'est beau visuellement, ça rajoute quelque chose. Et ça c'est vraiment un plus. Alors il y avait un peu ça dans le 4, je crois, de mémoire, mais c'est très léger. Mais même l'introduction du 3, c'est ça, hein, c'est l'introduction du 3, c'est toute cette course-poursuite sur un train avec Buzz qui est effectivement un vrai ranger de l'espace et Rex qui est gigantesque, et c'est à crever de rire, quoi. Mais là, j'aime bien la DA qui est donnée à cet imaginaire. C'est ça, surtout. Mais ça, c'est une place, peut-être partie technique, peut-être qu'on lui s'en parlera mieux, mais c'est que actuellement, les studios d'animation, on comprend que maintenant, l'originalité des studios, c'est d'essayer de mélanger plusieurs styles d'animation en un film, j'ai l'impression. Oui. Et du coup, là, ça marche pas bien sur ce Toy Story 5. Oui, c'est clair.
C'est la première fois que c'est représenté de manière aussi imagée en fait. Parce Oui. qu'avant, il fallait. En fait, ça avait la même direction artistique que tout le reste du film, mais c'était une séquence vraiment où les animateurs se sont fait plaisir pour faire ce rêve-là, enfin cet imaginaire-là. Là, tu sens que vraiment, il y avait tout un projet autour de ces séquences d'imaginaire et de comment représenter l'imaginaire d'enfance à l'écran, et ça fonctionne très bien. Ça crée une belle rupture, ça crée du rythme, en fait. Et c'est vrai que rouleau pote. Alors ouais, par contre, j'avoue que on a beau avoir 25 et 27 ans avec Owen, la plupart des vannes qui nous ont fait marrer dans le film, c'est les vannes de Prout. J'adore. Mais ce que je trouve vraiment fort, c'est que de base, donc Toy Story 1, c'est sorti. Ce qui était bien l'idée à l'époque, c'est donc le premier film en 3D, intégralement en 3D, et c'était de prendre des objets qui de base sont inanimés, donc je trouvais que le concept était vraiment bien. Et plus t'avances dans le temps, plus tu te rends compte qu'en fait ces jouets, donc Toy Story 5, ils paraissent encore plus réels que nous-mêmes. Ils nous paraissent encore plus vrais que nous, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils ont fait ce pari-là, et qu'en 30 ans, ils sont arrivés à faire que ces jouets nous paraissent plus humains que nous-mêmes. Par contre, je trouve le 4 plus beau que le 5, hein, quand même. Parce que les décors, enfin, je pense que vraiment ce décor de Non, fête foraine et ces même- lumières. Même en termes de chara-design et de la façon dont ils se meuvent et tout, je trouve qu'il y a plus d'inventivité et c'est plus riche visuellement dans le 4 que dans le 5. Alors ça dépend, parce que dans le 5, j'ai été vachement surprise par les animaux. Les animaux, il y avait un énorme travail sur les animaux. Le cheval, le cerf ou la biche, non c'était un Le cerf. cochon. Le cochon, Qui a un cochon de compagnie? moi. Bon, il Non, s'appelle c'est pas vrai. Francfort, ça m'a fait Mais marrer. j'aimerais trop. Parce que c'est vrai que dans le 4, tout le monde était là en mode oh, le chat. Comme des fous, là, t'avais toujours la comparaison entre le chien du premier et le chat du 4. Oui. Or là, effectivement, ce cochon. Ouais. Le cochon et le cheval aussi. Le cheval, Même il est les incroyable. êtres humains, tu vois, le premier, on essaie de moins les montrer parce que c'était compliqué. Maintenant, on peut très bien animer un humain avec un jouet. Hein, Jérémy Francfort. Bah, je l'ai dit, tu m'as pas écouté, mais je l'ai dit, ça m'a fait marrer. Oui. Pourquoi, Franck, quoi? Parce que le cochon, il s'appelle Francfort. Ah, oui. En VF. Oui, oui. Ah, sinon, le passage de Woody à Jessie, moi je trouve qu'il est très bien, parce que c'était un personnage qui est resté quand même secondaire dans les autres épisodes, et là Oui. je trouve qu'elle prend vraiment cœur dans l'histoire, et c'est bien. Après, moi, Jessie, j'ai un peu le souci de. Elle reste très fixée sur l'abandon qu'elle a eu avec Emily. Bah, c'est un traumatisme. C'est un bon traumatisme. Par exemple, il y a tout ce passage-là où elle démonte pas mal les jouets technologiques, donc rouleau pote et ces deux comparses. Et effectivement, comme je sais plus qui disait au tout début que c'est un peu ce discours d'un soixantenaire. Oui, où, mais c'est clairement ça. C'est moi. Ouais. Ouais, clairement, c'est ça, tu vois. Mais je trouve que ça, encore une fois, ça manque de rythme. Enfin, j'ai l'impression qu'elle s'attarde beaucoup trop sur un démontage de ces jouets-là. Moi, je trouve que ce qui m'a vraiment perdu en termes de rythme, c'est Buzz. Pour moi, je trouve que c'est un personnage qui m'a totalement sorti de l'histoire à chaque fois. Je trouve qu'il était à côté de la plaque et je suis pas contre une histoire entre Oui. entre Buzz et Jessie, mais le fait que Buzz soit vraiment que axé là-dessus, alors qu'on sait très bien qu'il a beaucoup plus de capacité mentale qu'être fixé sur une meuf, bah ça m'a vraiment décroché. Moi, c'est ce rythme-là qui m'a perdu. Moi. Mais c'est vrai que Buzz, on le définit un peu comme un personnage un peu, pas con, mais un peu bête, quoi, tu vois. Et c'est dommage parce que je trouve que, effectivement, celui-là, en fait, on s'attarde que sur son histoire d'amour avec Jessie. C'est toujours un peu, il est toujours un peu à l'ouest, alors pour moi, je l'ai pas vu comme ça dans les premiers films. Ouais. Mais Buzz, en fait, c'est juste qu'il a un lexique et un vocabulaire uniquement dirigé vers l'espace. Et du coup, tous les enjeux des films, à chaque fois, il les vit comme des missions. C'est genre, à chaque fois, il parle de mission Andy, mission sauvetage. Ah oui, d'accord. Ouais, mais t'as moins cette notion-là dans le 5, parce qu'il est que focus sur sa relation amoureuse. Que tu prends dans le 2, bah, il y a toute cette idée avec les doubles Buzz, qui est très drôle. Alors là, tu le retrouves un peu avec le groupe de Buzz l'éclair, et dans le 3... Le 3, c'était... Le 3, bah, t'as un moment où il est remis en mode usine, donc Oui. tu retrouves cette Oui. blague-là qui marche très bien avec le Buzz espagnol, c'est hilarant. Et pareil, le 4, c'était de la voix intérieure. Et là, pour le coup, dans le 5, Buzz, bah, il fait pas grand-chose, si ce n'est essayer de faire sa... Un crush. Voilà, faire sa demande en mariage. Donc en fait, à chaque fois, Buzz est ramené à ce côté technologique, quelque chose en Bah, tu vois, en un rapport état avec- primaire, Voilà. finalement. Ok. Bah, c'est la seule blague qu'ils arrivent à faire avec lui, véritablement. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est drôle. Parce que quand t'as... Dans le 2, moi, le Buzz avec la ceinture, là, où il se tape pour savoir qui est le vrai Buzz... Oui, c'est vachement drôle, mais là, moi, je l'ai pas vu ça. Ah bah, c'est dans sûr. le 5. Donc ça m'a vachement déçu. Ça reste un bon film, et je pense que c'est peut-être le Toy Story le plus faible de toute la saga. Je suis d'accord.
Après, là, on parle vachement du Toy Story 5 avec notre vision d'adulte, donc c'est un peu normal qu'on ait que cette vision-là, mais pour le coup, je me demande vraiment ce que voit un enfant quand il regarde ce film, parce que certes, oui, c'est un film qui a une sensibilisation par rapport aux écrans pour les parents, mais est-ce que ça marche sur les enfants? Est-ce que sur eux aussi, ça les sensibilise? Franchement, je sais pas. Hein. Moi, j'ai entendu que des parents rigoler dans la salle, perso. On était que entre adultes, moi, dans ma salle. Ah ouais? C'est Ah dingue. ouais, vraiment. Ok, moi, il y avait les deux, et les deux ont ri. Mais je pense que de manière générale, Pixar, c'est des bons quand il est question de s'adresser à la fois aux enfants et aux adultes. Et là, c'est Andrew Stanton qui réalise. C'est le gars qui avait fait Nemo, c'est le gars qui avait fait Wall-E. On est vraiment dans cette triade un petit peu des gars au tout début de Pixar. C'était Pete Docter, Andrew Stanton et John Lasseter. Et maintenant, il ne reste plus que Pete Docter et Andrew Stanton. Et c'est vraiment des vieux de la vieille qui connaissent bien comment ce type de schéma de narration. Alors oui, mais là, pour le coup, j'ai pas trop vu l'axe... Enfin, je vois pas trop si ça peut vraiment plaire aux enfants, comme ça nous a plu à nous, mais c'est normal parce qu'on a plus cette vision. Donc j'arrive pas à me rendre compte à quel point un enfant serait pas en mode « Oh, c'est un film qui critique ma tablette. » On aurait déjà amené un enfant. Bah ouais, Fred. Putain. Prochaine fois, t'amènes ta nièce. Ouais, je ferais ça, ouais. Mais elle a 20 ans maintenant. Ah, dommage. Ah, ma nièce, non, ma cousine, j'ai pas de nièce. Ouais, je Je sais me pas. posais la J'ai question. T'as une nièce, toi? j'ai un neveu, Il a mais quel il a âge 6 mois, Ça va être compliqué. Tu vas lui montrer les Toy Story. bien sûr. Ah, j'ai fait ça avec mon neveu cette année, j'étais trop content. Tu as montré lequel? Le premier, du coup, Il a trop aimé. content. Ouais. Bah, du coup, maintenant, il a un buzz. Ah bah voilà. Ah, C'est trop dingue, mignon. c'est dingue. Comme j'ai envie. Bon, les amis, je vais dire les gamins. Les amis, Ouais, les gamins. Oui, Aussi, hein. hein. les amis, on va s'arrêter sur Toy Story 5. Et maintenant, c'est Les chiffres. Donc Toy Story 5, ça a un des plus gros budgets dans des films d'animation, 250 millions de dollars pour, à l'heure où on enregistre, 129,3 millions mondial, dont 71 millions aux États-Unis pour le premier jour, donc celui du vendredi 19 juin. Et en France, pour le premier jour qui était celui du 17 juin, il a fait 167 700 entrées, c'était le premier des nouvelles sorties du jour. Et maintenant, grande rétrospective sur notre enfance, les amis. On va chacun parler d'un Pixar qui nous a marqué. Et je réfléchis. Julien, c'était lequel, le tien? Nemo. Ça veut dire qu'on n'a aucun Pixar au-delà de 2008. Ce qui est un peu normal, je trouve. Oui. Oui. On parle de nos Pixar de cœur, c'est les Pixar qu'on a vus quand on était gamin, donc Ouais. ça m'étonne pas. Je sais bien. Qui veut se lancer sur son Pixar un petit peu de cœur, les amis? Avec amour. Moi, j'ai envie de commencer par Julien, parce que Julien, j'ai l'impression que t'as moins ce rapport-là à Pixar. Bah ouais, en fait c'est ça. Genre, je les ai vus vraiment quand j'étais petit. Mais tu vois là, les Pixar depuis je sais pas 10 ans. À part Soul, ce que j'avais vu quand c'était sorti. Et là, bah, du coup, j'ai rattrapé tous les Toy Story. Sinon, j'en ai pas vu depuis Belle Lurette. Et ça, ce sera dans les chiffres. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah là, si tu me parles d'un Pixar à parler, alors je sais qu'il y en a un que je regardais beaucoup quand j'étais petit, c'était Les Indestructibles. Mais là, celui-là, si tu me dis parle d'un Pixar qui t'a vraiment marqué, et peut-être que je l'ai moins vu, c'est Le Monde de Nemo. C'est un des premiers, je crois que c'est un de mes premiers souvenirs de Pixar que j'ai vu, c'est Nemo. Moi, c'est mon premier film au cinéma. Ah ouais. Pareil. Et non, mais surtout que tu vois, je l'ai pas vu depuis des années. Mais j'en garde toujours des bons souvenirs, mais je trouve que ça toujours très touchant comme histoire. C'est le côté filial du film, je pense, qui me marque. Genre, je trouve que l'introduction est super triste de Nemo. Genre, c'est super triste, genre la séparation de Marin et de... Je sais plus c'est quoi le nom de sa femme. Et pareil, tous les enfants, il reste que Nemo, il a la nageoire atrophiée, enfin, c'est déjà super catastrophique dès le début, et du coup, je trouve que ça donne vraiment des enjeux. Tu comprends pourquoi Marin, il cherche absolument à retrouver Nemo, puis pareil, le duo avec Dory est très, très comique et très drôle, donc... Non. Et je trouve ça m'a toujours traumatisé ce plongeur là qui vient récupérer Nemo. Et la petite. Et la petite du dentiste là. Ils Quand y allaient pas de main t'es morte, hein. secoue là le poisson, voilà. Je trouve qu'ils y allaient pas de main morte avant Pixar avec nous. Hein. Mais justement, c'est ce que je voulais dire aussi en parlant des derniers Pixar. Mais quand on regarde les tout premiers comme ça, mais c'est tellement traumatisant. C'est grave à quel point cette histoire-là de Marin, mais Marin, si c'était un humain, mais peut-être il se serait suicidé, quoi. Souvenez-vous de comment le borgne meurt dans Mille et une pattes. Ah putain, je m'en souviens plus. Je l'ai un peu oublié. Il se fait mais bouffer par les oiseaux. Ah oui, si, c'est horrible. C'est tourné avec des éclairs, la pluie. Le gars il fait non. Bah, un Ouais. peu Ouais. comme la mort de la sorcière dans Blanche-Neige, hein, en vrai, des premiers films Oui. Disney. Oui, Il y a bah tout un oui. débat. Est-ce que du coup les films pour enfants étaient plus durs avant?
Je plus pense, dur, mais ouais. beaucoup moins. Par exemple, Nemo, est-ce que toi tu te souviens d'avoir été vraiment marqué par ce que vivait Marin? Bah, je trouvais ça triste, mais ça m'a pas empêché. Oui, D'adorer. voilà. Ouais, Oui, voilà, c'est ça, mais tu le vivais pas comme un traumatisme. non. Mais Moi, même la séquence des méduses, en soi, elle est super intense aussi. Ouais. moi, ça m'avait traumatisé, hein, la première séquence de Nemo avec le. Alors, c'est pas justement, il y avait une espèce d'erreur, parce que tout le monde dit que le poisson qui attaque, c'est un barracuda, sauf qu'un barracuda, ça vit en eau douce. Il n'y a pas un côté. Peut-être. Mais bref, tu ça vois, c'était j'ai horrible. plein d'images qui me reviennent, genre même le poisson. Je sais plus comment on appelle ça. Dans les profondeurs, là, Ouais, dans les avec abysses. avec la lampe. ouais, bah, Ah ouais. oui. Je sais plus c'est quoi le nom de ce poisson, Je sais mais plus. il y a plein de figures pareilles. Bah, tu disais le moment des méduses, mais voilà, toute cette course avec les tortues. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas vu ce film, même plus, et pourtant j'ai encore les images qui restent en On tête. parle pas de la séquence avec Bruce, punaise. Ah oui, Bruce. Mais J'adore. c'est un grand film d'aventure, quoi. Il y a Ouais. plein de séquences. Non, mais les requins, c'est génial aussi. Oui. Genre, Et c'est toujours actuel, hein, c'est toujours très actuel. Les requins qui veulent devenir végétariens, mais quel délice. J'aime trop. C'est trop drôle. voilà. Voilà. T'adores ce film. Ouais, j'ai envie de le revoir. Ah. Ouais. Et entre Lucie et Jérémy, qui veut parler de son film d'abord? Je t'en prie. Allez. Les voitures. Alors, parce qu'on parle du Pixar de cœur, moi j'ai fait un texte qui s'appelle Cars ou l'amour du vroom vroom. Parce que j'adore le vroom vroom, voilà, je veux dire beaucoup vroom vroom. Alors Cars, du coup, c'est l'histoire de Flash McQueen, rookie, donc débutant de NASCAR, qui a son avenir tout tracé devant lui. Cependant, il a un bon gros défaut, c'est d'être un gros prétentieux égocentrique. On Un est d'accord? salopard de première. Je voulais pas être aussi violent dans mes propos, mais ouais. Mais à la suite d'un arrêt forcé à Radiator Springs et à la découverte de ses habitants et de différentes péripéties, il apprend un peu ce que c'est l'humilité et l'esprit d'équipe. En tant que gros passionné de vroom vroom les dimanches, j'en ai eu pour mon plaisir quand j'ai revu le film l'année dernière au cinéma. Entre les bruits de moteur ultra fidèles et les personnages secondaires voire tertiaires, tous inspirés soit de véritables modèles ou de véritables légendes du sport automobile, c'est génial de chercher toutes les références à ce monde dans le film. De Martin la dépanneuse rouillée à Sally la Porsche 911 en passant par la vieille Hudson ou encore la Fiat 500, le film propose un garage géant. Le film comprend quelque chose de très simple et de très enfantin, sans aucune notion péjorative quand je dis enfantin, l'amour du vroom vroom. J'ai toujours en tête la séquence d'intro du film, avec cette course toujours aussi impressionnante et qui réussit à faire vibrer le fan d'automobile que je suis. Un pur spectacle sensoriel, ça fait rugir les moteurs, ça fait crisser les pneus, ça double à l'aspiration, il y a un carambolage de fou. Enfin, il y a tout pour une bonne course automobile. On n'est pas seulement devant une compétition acharnée, on est dans un grand manège régressif de vitesse et de bruit. Mais au fil du film, le vroom vroom compétitif devient un vroom vroom contemplatif, la route prise par plaisir et non pas par compétition, notamment lors de la scène de balade entre Flash et Sally. Et c'est là que Cars me touche peut-être un peu plus qu'au vu de mon attachement au monde automobile. Il raconte qu'aimer les voitures, ce n'est pas seulement aimer aller vite, c'est aimer les chemins et les paysages qu'elles permettent de nous faire voir. Oh, c'est beau. Et oui. Alors oui, Cars n'a clairement pas la sophistication émotionnelle d'un Wall-E ou d'un vice-versa, mais il possède une sincérité très particulière à mes yeux, celle d'un film qui sait que parfois, le bonheur tient à un moteur qui démarre, et surtout un bon gros vroom vroom qui réveille l'enfant qui sommeille en nous. Ah, clap, clap. Bravo. Techniquement, c'est pas l'arrivée qui compte, C'est le c'est le chemin chemin. parcouru. c'est le chemin. Et oui, c'est Moi, vrai. je t'avoue que j'aime pas Cars. Pareil, ça me sais. laisse ultra indifférent. Bah, c'est vrai que moi j'aime bien le 1, mais ça m'a tellement laissé indifférent que j'ai jamais regardé le 2 et le 3. J'ai Alors le 2 adoré est Cars. pas ouf, mais le 3, franchement, 3, il c'est est une génial. belle surprise. Oui, le 3, il est trop bien. Le 3, il est bien, ouais. Je pense que j'étais ce genre d'enfant à l'époque où j'aimais pas, j'aimais pas les jouets qui étaient un peu tournés vers les mecs, tout ce qui était foot, voiture et tout. Et donc moi quand je regardais Cars, ça m'attirait pas du tout. Je voyais des voitures, j'étais en mode Ouais, j'ai pas ce truc aux voitures. Ouais. mais, voilà, j'ai pas ce rapport-là avec les voitures. Oui, ça dépend de ton rapport, c'est pour ça C'est que ça. moi je Alors- dis que ça me touche plus personnellement à ce niveau-là. Moi, j'ai aucun rapport avec les voitures, je déteste les courses automobiles. Et pourtant, j'adore Cars, parce que pour moi, c'est pas une histoire de voiture. Ah oui, non, clairement. Et c'est vraiment une histoire de petit village un peu éloigné qui voit un gars incroyable arriver et au final, il lui fait faire la misère. J'adore. Moi, J'aime je vais juste dire un truc par rapport à Cars. En fait, c'est l'élément qui manque à ce film-là par rapport à tous les autres films qui sont sortis à cette période-là chez Pixar. C'est que les récits qui nous sont contés dans Pixar reposent beaucoup sur les concepts. Et le film dont Fred et moi on va parler, il repose vachement là-dessus. Et Cars, en fait, je me dis, si c'est pas des voitures, le film, il marche quand même. Oui. Genre, tu remplaces le fait que c'est une voiture vivante par juste un pilote automobile, le film, il fonctionne. Oui. Et du coup, je me dis, bah, ok. Et Ratatouille. On conclut sur Cars comme ça, vas-y. Ok, eh bien, dans ce cas, je commence.
Je vais donc parler de Ratatouille. Alors pourquoi j'ai choisi Ratatouille ? Parce que c'est mon Pixar préféré évidemment, et je sais pas si j'ai besoin de le présenter parce que j'ai quand même l'impression, j'ai fait un petit sondage autour de moi, j'ai l'impression que Ratatouille c'est un peu l'un des Pixar préférés de beaucoup de gens. Ah bon ? Oui, Bah, il est ouais. dans le top. Hein. Ouais, Ah ouais. il est dans le top. Donc, je peux dire un petit peu ce qu'on dit beaucoup autour de moi sur pourquoi c'est un des Pixar préférés. Bon, après, est-ce qu'on peut noter le fait que c'est un film qui parle de Paris, que beaucoup de gens autour de moi sont parisiens. Donc, est-ce que ça touche un petit peu à ce côté-là ? Sûrement, mais il ne faut pas quand même dénoter le travail qu'il y a derrière tout ça. Donc, tout le travail qu'il y a eu sur le rat. Hein. Quand j'étais à l'école d'animation, j'ai fait un exposé sur Ratatouille. Et donc, j'ai regardé énormément de behind the scenes. Et ils montrent vraiment qu'ils ont étudié les rats de toutes ces formes de fond en comble pour pouvoir l'animer à fond les ballons. Ensuite aussi tout ce travail sur l'animation, sur comment retranscrire visuellement le goût que peut ressentir Rémi quand il écoute des choses, même le rapprochement avec la musique qu'il peut faire ce passage que tout le monde a quand on pense à Ratatouille, quand il fait goûter le fromage et la fraise à son frère et que ça arrive sur un fond noir. Enfin, le plan, c'est un fond noir avec juste des petits feux d'artifice autour du personnage qui goûte les aliments. Vraiment, je trouve ça magnifique. Bref. Je trouve ça magnifique parce que c'est peu d'animation, c'est ça ? C'est qu'en gros... Parce que c'est peu d'animation qui disent beaucoup de choses. Donc là, t'as plusieurs sens. T'as le goût, t'as la vue et t'as l'audition, l'ouïe, pour retranscrire une émotion. Enfin, je trouve ça très très beau. C'est un passage iconique. Ensuite, évidemment, un gros travail sur les décors et les musiques qui sont insane, l'accordéon parisien qu'on aime tous, les chara-design super cool que j'aime trop parce que c'est un peu comme dans Les Indestructibles où c'est pas des chara-design qui sont faits pour être beaux, c'est des chara-design qui sont faits pour exagérer plutôt la réalité, et notamment le personnage de Colette qui est un des personnages féminins qui est un des seuls personnages féminins déjà, et qui est pas faite pour être belle, qui est faite pour être réelle plutôt, avec un petit sens, un petit côté cartoon certes, mais c'est quand même une représentation beaucoup plus réaliste que ce qu'on peut voir dans les Disney, quoi. Donc c'est ce qui fait aussi sa force, et une représentation féminine plutôt sympa. Mais ce que j'ai voulu aussi dire sur Ratatouille, c'est pourquoi encore aujourd'hui c'est un film qui peut marquer, pourquoi ça parle encore. Alors déjà, il faut savoir que Ratatouille, c'est un film qui est très en avance sur son temps. À exactement 30 minutes et 30 secondes, on peut voir Rémi faire un 6-7. Voilà, croyez-moi pas, vous pouvez regarder après avoir écouté ce podcast. Il doit faire un truc, genre il s'essuie les mains ou je sais pas quoi, du coup ça fait... Non, il fait ça. Donc, voilà, vous pouvez vérifier après, je répète, 30 minutes et 31 secondes. Ensuite, Ratatouille, c'est comme dans tous les Pixar, un film qui touche petits et grands. Les petits pour cette amitié entre homme et animal qui marche toujours. On pense à Belle et Sébastien, qui est un des meilleurs films pour enfants, je pense. Ensuite, je pense aussi que Ratatouille est un film qui a beaucoup aidé la Gen Z à se faire respecter par rapport au code du travail. Parce que souvenez-vous de Linguini. Quand on le voit pour la première fois, c'est un gars qui recherche du travail, qui galère aujourd'hui dans la France à Macron. Je pense qu'on peut dire qu'on connaît tous cette situation. C'est vrai. Voilà, Linguini qui dit « je ne trouve pas de travail, à chaque fois on me jette ». Et donc on connaît tous cette situation et comment il évolue, surtout dans son travail où il se fait harceler par son patron, qui le suit, qui fouille dans sa vie privée, qui le ramène dans son bureau pour l'engueuler et le harceler. Enfin, je pense que quand on est petit, on voit pas ça. On voit plus le côté avec Rémi, oui, on croit en ses rêves, il faut les suivre. Et maintenant, quand je revois le film avec mes visions d'adulte, je me dis, putain, Linguini, en fait, c'est un pauvre type qui se fait harceler au travail, quoi. Il travaille dans la restauration. Et en plus, il travaille dans la restauration, oui, donc c'est pas un milieu très facile. Donc je pense que c'est pour ça que Pixar, Ratatouille, c'est un des films Pixar qui marche le mieux. En tout cas, qui est l'un des préférés autour de moi, je pense. Pour ajouter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la profondeur des Pixar par rapport à aujourd'hui et avant, dans Ratatouille, il y a un passage, la première fois que Rémi va dans la cuisine de Gusto, il manque de se tuer au moins 8 fois en moins de 5 minutes, quoi.
Donc deux fois écrasé par les pieds, une fois dans le four, une fois par un chien qui est chez les voisins. Enfin, vraiment, c'est un passage qui est très très fort, quoi. Donc voilà. Bref, c'est mon Pixar préféré parce que Rémi est trop mignon. Tiens, voilà. Très belle représentation de Paris, il y a des rats partout par contre. Oui, voilà, mais c'est des gentils rats. C'est des gentils rats. Ils ont du bon goût. Moi, je pense peut-être Ratatouille m'a aidé. Dès que je vois un rat à Paris, je le trouve pas si affreux que ça. Hein. Oui. Je le regarde, je dis, bah écoute, mec, tu vis ta vie. Tant que tu me mords pas, pas de problème, quoi. Mais non, c'est vrai que moi, Ratatouille, j'avais un rapport aussi. Je pense que c'est le film d'animation que j'ai vu le plus de fois. Ah ouais? Parce qu'en fait, au centre aéré, des fois, l'été, ils savaient pas quoi faire de nous. Et le seul film qui passait dans le théâtre-cinéma de ma ville, c'était Ratatouille. Et en fait, tous les jours que j'allais au centre, ils nous emmenaient voir Ratatouille. Mais tous les jours. Donc je pense que j'ai vu ce film 30 fois d'affilée. C'est énorme. Genre vraiment. Et mais non, c'est génial. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez Pixar aussi, ce que j'adore regarder, c'est les making-of, de voir à quel point les animateurs, ils sont partis dans les endroits qu'ils dessinent et comment il y a un énorme travail qui est fait, qui est genre génial, tu vois. Et ouais, je pense que je suis d'accord, Ratatouille, pour moi, c'est juste après Monstres et compagnie, dont on va parler. Pour moi, c'est vraiment le top 2. Moi, je peux te donner mon top 4. Vas-y. C'est Là-haut, Wall-E, Toy Story 3 et Monstres et compagnie. Ah. Après, juste pour finir sur Ratatouille, Julien, tu préfères Ratatouille ou Ratanouille du coup? Ratatouille. C'est vrai. J'ai pas eu le temps de le dire, mais dis-toi que c'est pareil pour Cars. J'ai grandi avec des contrefaçons de Cars. Avec bagnole, ouais. Alors, je sais pas comment ça s'appelait, mais en plus, ces trucs, c'était même pas des films, c'était trois courts-métrages compilés. Voilà. Mais regardez Ratatouille si vous avez l'occasion, c'est une pépite d'animation. C'est tellement ignoble l'animation de Ratatouille. Et Monstres et compagnie, alors, mon ami? Pourquoi en fait Monstres et compagnie plus qu'un autre? C'est un truc que j'ai jamais réussi à vraiment déceler moi-même, parce que j'ai tendance à considérer que Toy Story 3 c'est le Pixar ultime, que Wall-E c'est la proposition de cinéma la plus poussée, et que Là-haut c'est un film pour enfants mais qui parle de la vieillesse, et du coup je trouve ça ouf. Et pourquoi Monstres et compagnie plus que les autres en fait? En fait, moi, quand je pense à un Pixar qui me touche le plus, je me base sur mon niveau de chialade. Et je pense que Monstres et compagnie est l'un des seuls Pixar qui me fera toujours autant pleurer à chaque visionnage, tu vois. Je trouve que ce qui est fort dedans, Là-haut, c'est très fort aussi parce que on connaît tous l'introduction de Là-haut qui est assez forte, qui se passe en un très peu de temps et qui parle d'énormément de choses, qui fait aussi chialer. Je trouve que là, Monstres et compagnie, ça te crée un lien très fort entre Sully et Boo. Et qu'en fait, c'est un lien qui, à chaque fois, est brisé, qui est toujours en perpétuel danger. Et le fait que, dans le final, t'aies pas vraiment une réponse, que tu dises qu'il y a vraiment un truc qui a été totalement brisé ou non, c'est là où t'as un sentiment assez fort, en fait, entre ces deux personnages. C'est constamment ça, le film. C'est à chaque fois, est-ce qu'il va pouvoir la revoir? Est-ce qu'il va pouvoir... Donc toi, c'est plus la relation Sully-Boo qui te reste dans Monstres et compagnie? Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté... moi, je pense que c'est l'un des finales qui m'a le plus marqué sur le fait que, ils détruisent ce passage où ils détruisent la porte, où il essaie de recoller les petits morceaux et qu'à la fin tu vas pas, enfin tu sais qu'il la retrouve, mais en même temps tu sais pas vraiment, ça se coupe comme ça, c'est assez intense. Non, après il y a plein de choses qui me font kiffer. Bon, là on n'est pas dans la bonne émission, mais juste avant on parlait des backrooms, le côté tout le final des portes, c'est oufissime, et effectivement c'est un peu des backrooms. Mais moi, je vais te dire, ce qui marque le plus dans Monstres et compagnie, alors déjà, c'est la direction artistique, genre vraiment ce monde de monstres, c'est tellement cool, genre chaque personnage a son propre chara-design, et dans Monstre Academy, ils en font encore plus, mais on disait tout à l'heure, c'était par rapport à quel film? De s'adresser à des adultes. Toy Story 5, ça s'adresse presque plus à des adultes qu'à des enfants. Et moi, quand j'étais gamin, je comprenais pas trop Monstres et compagnie, mais je kiffais quand même. Parce que comme toi, je kiffais la relation Sully et Boo. Je kiffe Bob Razowski. Moi, c'est vraiment un des personnages qui me fait le plus rire au monde, Bob Razowski. Et en fait, genre, quand tu grandis un peu, que tu commences à travailler, que tu comprends c'est quoi le monde dans l'usine, et que tu regardes un peu genre comment se construit l'univers de Monstres et compagnie, et que si littéralement un monde, c'est le nôtre, tu vois, genre toute la question de l'électricité et de fournisseurs d'énergie à partir des cris d'enfants, je trouve que c'est tellement la meilleure idée du siècle. Et que... Mais à chaque fois, Pixar, c'est ce que tu dis, et c'est vrai, Wall-E, c'était aussi déjà ça, c'est qu'il y a toujours des super bonnes idées sur nos sociétés à nous. Wall-E, c'est plutôt simple, en vrai, comme idée. C'est vraiment juste des objets, enfin des robots qui nettoient la Terre en attendant qu'on revienne. Là, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés trouver ces délires de portes. Genre, ils ont juste pensé aux monstres que les enfants se figurent dans leur enfance, la nuit, et t'ont créé un univers, et c'est cette corrélation entre vraiment un monstre qui te fait peur et une source d'énergie.
C'est fou, hein. Que tu te crées ce personnage-là de Winslus, je crois, le patron de l'entreprise qui gère une entreprise familiale qui consiste juste à faire peur à des enfants. C'est la meilleure idée du siècle. Moi aussi, un autre truc qui m'a énormément marqué, c'était ce truc de se sentir abandonné. Et t'as le moment où Sully, du coup, il est un peu éjecté et mis dans un autre monde. Il a peut-être aucun moyen de retourner dans son monde à lui, qui est assez fort aussi. Comme on dit un peu les traumas d'enfance. Je trouve que ça, c'est quand même assez fort en tant qu'enfant de voir ton personnage qui est abandonné dans un univers qui est désespéré. Mais tu vois, tu peux pas avoir ce moment-là dans le film sans l'idée des portes. Oui. Genre, toutes les idées juste bêtes du film sont des outils narratifs. Et c'est utilisé, tu vois, dans la séquence finale, c'est utilisé super bien, quoi. Voilà. De la même manière que Monsieur Patate dans le 3, toute la séquence d'évasion ne peut pas exister sans que Monsieur Patate puisse retirer ses yeux et ses mains de son te mettre corps. sur une tortilla. C'est trop bien. Et voilà, et franchement, cette séquence finale de Monstres et compagnie, la grande course-poursuite à travers les portes, pour moi, genre, c'est déjà en matière d'animation, c'est un des plus grands moments de cinéma d'animation, mais juste, c'est trop haletant, quoi. Voilà. J'ai envie de me le remater. Ouais. Ouais, moi aussi. Ça donne envie de remater tous les Pixar en vrai, de c'est faire clair. ça. Oui. De parler de tous. Et moi, ça je donne les envie de ai revoir. tous vus. Tu spoil, mec. Ouais, je sais. C'est beau d'être passionné comme ça. T'as vu ça? Mm. Et donc, il nous reste un dernier arc chez Pixar à explorer. Les chiffres, je suis de retour. Bonjour Jérémy. Le Jérémy mathématicien et fan de chiffres est de retour, ça faisait longtemps. Le Jérémy déshydraté, fatigué, qui là. Les chiffres, j'ai plus d'eau. Ah ouais, non, là c'est compliqué là. Tu veux de l'eau ? Le double enregistrement là, non, sous 40 degrés là, c'est chaud. Non, ça va, je vais tenir, ça va aller. Alors vu que Toy Story 5 vient de sortir et qu'il y a eu également la sortie de Jumpers plus tôt dans l'année, et tout bonnement parce qu'on fait une émission spéciale Pixar, je me suis dit que ce serait le bon moment de se pencher sur les chiffres de ce studio. Pour cette fois-ci, le corpus est de 31 films, et ce sont tous les films Pixar sortis, donc il n'y a pas trop de débat là-dessus. Et il pourrait y avoir des réminiscences avec certains chiffres, étant donné que les suites Pixar ont été incluses dans les chiffres des suites Disney que nous avions traités lors de l'épisode 30. Voilà, Oui. juste pour rappel. Ce point-ci ayant été éclairci, je vous propose de vous plonger dans les chiffres de Pixar. 1995, c'est l'année de sortie du premier Pixar avec Toy Story, et donc depuis 31 ans, il y a eu 31 films, donc un film Pixar par an en moyenne. Pixar, c'est 2748 nominations dans des cérémonies de récompense, dont 1039 victoires pour ses longs métrages, uniquement pour ses longs métrages. On peut noter 17 Oscars, la plupart pour meilleur film d'animation, mais également pour meilleure musique, chanson originale, ou encore au début du studio pour meilleur scénario original qu'ont reçu Le Monde de Nemo et Les Indestructibles. Et selon vous, quel Pixar a eu le plus de victoires dans des cérémonies de récompense ? Toy Story. Lequel ? Le 3. Le 3. Ok. Toy Story aussi. Peut-être le premier pour l'époque. À ce moment-là, les gens n'hésitaient pas à fond récompenser des films d'animation pour des films en Ça eux-mêmes. n'a tu jamais vois. été le cas, mais bref. Dis-toi que le premier Oscar du meilleur film d'animation, c'était en 2001 et c'était Shrek contre Monstres et compagnie. Ah ouais ? C'est Shrek qui a gagné. Et Tu m'étonnes. t'avais Sully et Bob et Shrek Ça, et c'était Jimmy Neutron cool. qui était assis, genre qui était à des places et tout. Genre, tu sais, Ça, il c'était agissait. cool, c'est ils le trop font drôle. plus, ça. Ouais, c'est pourquoi ils En vrai, Même Toy Story 3. les Toy Story, les génériques, on voit les sortes de faux Oui, bloopers. Ouais, de fou. C'est génial. J'attendais ça dans le 5. Ouais, j'attendais ça aussi. Et ben vous avez tous faux parce que c'est Saul, Ah. avec 125 victoires. Ah C'est ouais, plus pour la arty. musique aussi. Sûrement, c'est il y a pas mal pour la musique. 51h55, c'est la durée totale des films Pixar avec une moyenne à 1h40 par film, le plus court étant Toy Story avec son 1h21, et le plus long c'est Les Indestructibles 2 avec son 1h58. En ce qui concerne les notes IMDb, la moyenne des films Pixar c'est 7,5 sur 10, un sacré gage de qualité, avec comme films les mieux notés, selon vous, il y en a deux à égalité, ce sont lesquels ? Ratatouille. Story 3. Toy Story 3. Toy Story 2 et Toy Story 1. Non. Moi, j'aurais dit là-haut. Ouais, peut-être là-haut. Là-haut et Toy Story 3. Et peut-être Wally. Moi, je dis un petit Wally. Ouais, Wally. Ah oui, Wally, non, c'est Wally. C'est Wally qui est le meilleur. C'est Wally. Alors, heureusement qu'il y a eu l'éclair de génie Wally, parce que oui, en effet, c'est un des deux qui a 8,4, et l'autre c'est Coco. Ah, oui. oui. On Voilà. l'oublie un peu alors qu'il est génial. Bah en fait, il est arrivé, on avait 16 ans. Oui, mais ça marchait. Mais moi, c'est plus parce que je le confonds avec un Disney qu'un Pixar. Ah ouais. Ah. C'est vrai. Pourquoi je le confonds avec un Disney ? Non, mais c'est vrai. Parce que c'est plus tourné vers les humains et ça ressemble un peu à Encanto aussi, qui est pas un Pixar. Alors que Encanto, C'est nul. merci. Les je l'ai musiques pas sont vu. bien. Et Les c'est musiques très sont joli. bien. Parlons box-office maintenant. Le budget total des films Pixar, c'est 5 milliards de dollars pour une moyenne de 162 millions par film. Niveau box-office américain, ces films ont engrangé plus de 7,2 milliards de dollars de recettes, soit en moyenne.
soit en moyenne 242 millions de dollars par film, ce qui est très impressionnant, avec comme plus grand succès Vice Versa 2 ayant accumulé plus de 652 millions de dollars. Au niveau mondial, les films du corpus ont accumulé pas loin de 18 milliards de dollars de recettes, avec 5 films ayant dépassé le milliard, sûrement 6 avec Toy Story 5, je pense, je peux le dire sans trop de risques, avec une moyenne inconcevable de près de 600 millions de dollars par film. Et encore, là, les derniers Pixar, c'est des flops, parce que Elio, Jumpers, il s'est sauvé un petit peu. Oui. Moyen, il a 300 millions. Mais il y a eu pas mal de... même en avant, je crois que c'était un petit peu des Ah flops, oui, quoi. c'était un C'est flop, normal, ouais. c'est arrivé période Covid aussi en Ouais. avant. Il y a eu toute cette période-là aussi avec Saul, Lucas. Justement, pourtant, Soul, voilà, c'est l'un des mieux, c'est les des plus récompensés. Et il y a aussi Alerte Rouge, qui, lui, pour le coup, c'était pas trop un flop, alors que c'est sorti pendant le Covid. Ouais, mais c'était sur Disney+. Ouais. Mais tu vois, genre, Lightyear, Buzz l'éclair. Flop. Alors oui, Après, flop, mais il y a c'était eu pas des très débats de bien, merde. Il y a aussi eu des débats de merde autour de Buzz qui ont Oui, fait la flop, représentation LGBT, oui, non, mais clairement, mais le film après en lui-même, j'étais pas. Et sans surprise, c'est également Vice Versa 2 qui a fait le plus de recettes mondiales, car il a quasi 1,7 milliard, ce qui en fait le 8e plus gros succès de tous les temps. Wow. Étonnamment, Vice Versa 2 n'est pas le plus grand succès d'un Pixar en France, puisque c'est... Wall-E. Non. En France, Ratatouille. Non. Toy Story 3. Non, Le Monde de Nemo. Ah bah oui. Ah, mais oui. Avec 9 311 689 entrées, ce qui en fait le 3e meilleur score pour un film d'animation en France, derrière Le Roi Lion à 10 millions d'entrées et Cendrillon à 11 millions d'entrées, qui est donc le meilleur résultat pour un film d'animation en France. Autrement dit, tous les films du corpus ont attiré plus de 104 millions de spectateurs, soit 1,5 fois la population française actuelle, avec une moyenne, encore une fois, sans équivoque, de près de 4 millions d'entrées par film. Passons maintenant à nos chiffres de ces films Pixar, et c'est un peu pour ça qu'on a invité Lucie, elle ayant fait des études en animation, on va pouvoir se comparer à elle, mais je crois qu'il y a un gros concurrent autour de la table, surtout qui vient de me spoiler juste avant la chronique, c'est génial, en ce qui concerne donc le nombre de ces chiffres du studio. C'est moi. Au nombre de Pixar vus, on va faire ça dans l'ordre décroissant, Julien est en dernière place avec 15 films sur 31, donc soit la moitié quand même. C'est bien. Hein. T'en as rattrapé pas mal dernièrement. Oui, j'ai rattrapé 3 Toy Story du coup. Vient ensuite moi-même avec 23 films. Sur la 3e marche du podium, nous retrouverons Fred avec 26 films. Et c'est close entre les deux premiers, mais bon, Owen a tué le game en ayant vu tous les Pixar, soit les 31 films du corpus, et Lucie est juste derrière à 29 films. Et oui, il me manque Elio et Jumpers qui sont les plus récents, quoi. Donc, Moi, Jumpers qui est génial. En fait, j'ai regardé de plus près. Sur les 15 derniers Pixar, en fait, non, depuis 2007, j'ai dû en rater 4 au cinéma. Toi, t'as toujours été Je suis très au un taquet. fidèle, même si tu sais que des fois c'est pas très. Ouais, c'était la période Dory, Cars 3, j'ai un peu lâché l'affaire. Et après, je suis revenu au bataillon et voilà. Ouais, c'est vrai que Elio, pour le coup, il m'attire un peu moins, mais Jumpers, ça a l'air d'être un classique. Et Luca, c'est un Pixar ou un Disney? C'est Disney+. Pixar. Enfin, c'est Pixar, mais Oui. il est sorti que sur Disney+. Ah, ok. Moi, c'est toute la période du voyage d'Arlo, tout ça, je comprends pas, ça m'attire pas. Arlo, c'était. C'est le petit dinosaure. C'est beau, C'est mignon, Arlo. Arlo. Si, Non, c'est c'était mignon. sympa. Je sais pas, moi ça m'attire pas. En tout cas, 13 films ont été vus par tous. Je vais pas vous faire une liste exhaustive, mais sachez qu'il y a tous les Pixar des années 2000. S'ajoutent Toy Story 1, 4 et 5 et Saul. Aucun film du corpus n'a donc été vu par personne, mais même aucun film n'a été vu que par une seule personne uniquement. Ça veut dire que tous les films ont été au moins vus par 2 personnes. A l'inverse, Fred est le seul d'entre nous à ne pas avoir vu Cars 2. Ouais, c'est... C'est quoi ce truc d'espionnage là? Oui, avec Je Martin. sais pas où. Je l'ai vu, mais j'en ai aucun souvenir. En fait, on est vraiment... Là, à ce moment-là, genre, tu sais, ils ont quand même enchaîné Ratatouille, Wall-E, Lao, Toy Story 3. Donc là, t'es vraiment sur un prime absolu. Et après, c'est Cars 2, Rebelle. Attends, quoi? Rebelle? Pourquoi Aïe. tu dis rebelle comme ça? C'est un peu naze, Rebelle. Non, c'est pas naze du Oh tout. là, Tu y a dis ça un parce que débat t'es un là. mec, je pense. Oh, pourquoi c'est naze, J'ai Rebelle? toujours cru que Rebelle c'était Disney. Moi. Non, Ouais, c'est moi pas aussi. Disney. Mais justement, je crois que c'est. Alors, Ah, c'est le j'ai seul. besoin d'un petit rappel. Pixar a été racheté par Disney quand? C'était c'est tôt, non 2007, 2008 à peu près. Ouais, 2007-2008. Je pense que c'est à partir de là où ils ont voulu faire une histoire autour d'une princesse pour peut-être faire la vibe Disney. Mais c'est pas du tout une histoire nulle, Rebelle. Je l'ai revu il y a pas longtemps avec une pote à la Chalet. Donc, Ah je ouais. trouve que c'est une belle histoire. Voilà. C'est juste parce que t'es un. L'échelle de la chialade. Je pense que le folklore du film me parle moins aussi. Ah ouais. Mais... Après, c'est peut-être. Enfin, le folklore, c'est juste. Un contexte, il y a Ouais. l'histoire plus profonde aussi. Je Ouais, comprends mais pas pourquoi elle te touche pas. Je trouve que
encore une fois, moi, c'est tous les délires des idées chez Pixar qui me parlent. Et tu vois, genre, j'ai envie de penser que l'histoire d'une princesse rebelle, ça m'évoque plus Disney en fait. Et Pixar, je trouve moi la finesse de l'idée chez Rebelle. En fait, toi, ce que t'aimes vraiment chez Pixar, c'est déjà le fait qu'il y ait des objets, des animaux. Bon, après, Ouais, dans Rebelle, il y a ce côté avec les ours, mais c'est qu'il y a un concept derrière, une idée C'est un peu ça, originale. Voilà. Ok. Et qu'on part dessus. C'est tout. Là où je trouve que Rebelle, ça revient vraiment beaucoup sur le folklore de... Je saurais pas le nommer, c'est un folklore de quel... C'est écossais Ouais, c'est Celtique. celtique, voilà. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Mais c'est un film solide, mais je trouve que dans la galaxie Pixar, c'est mince. Je pense que c'est pas. Je pense que c'était juste pas la cible. Ensuite, je suis le seul à ne pas avoir vu Mille et une pattes. Ah ouais. Ah, c'est trop bien ça. table. Mais ça, il est un peu Ouais. oublié. Hein. Moi, Ouais. ça fait longtemps que je l'ai pas vu, alors qu'il est génial. Bah, en fait, il a le souci d'être le deuxième film, et il est entre Toy Story 1 et 2, donc... Et il s'en moque justement dans le générique de Toy Story 2. Oui. Hmm. Et Julien n'a pas vu 7 films que nous avons tous vus autour de la table. Monstre Academy, Vice Versa 1 et 2, Coco, Les Indestructibles, Les Indestructibles 2, pardon, Oui. et En Avant, et Buzz l'éclair. Oui. T'as certains que tu rates pas grand chose, d'autres qui sont sympas quand même. Ouais, bah, Vice Versa, c'est vachement bien. Ah oui. Ouais, ça je sais, faut que je rattrape. Et puis Monstre Academy, en vrai, bon, on l'a vu il y a pas longtemps. Enfin, moi, je l'avais déjà vu, mais toi, tu l'as découvert. Ouais. C'est très drôle. Pas si mal, ouais. Enfin, je m'attendais à pire. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pour le moment, parce que les films Pixar, il va y en avoir d'autres. On peut faire une mise à jour dans quelques années. Mhm. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, je les aurais toujours tous vus. Oui. Je serais là au taquet. À la bataille. Il y a un moyen que tu les vois plus. Hein. Que je meure? Ouais, exactement. Quelle tristesse. Ah, bah là, j'ai peur de mourir de déshydratation et je pense qu'on attend qu'une chose, les amis, c'est qu'on coupe le La micro. conclusion. Ouais. Qu'on fasse l'ultime pause fraîcheur. Ah, bon. On espère que ça vous a plu, que ça s'entend pas trop, qu'on est en train de suer. Tu fais de la SMR avec la bouteille d'eau. Merci beaucoup, Lucie, de t'être rejoint à nous. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Bah, c'était un plaisir. J'espère qu'on j'espère qu'on refera d'autres émissions, mais dans un environnement un peu plus rafraîchissant. On te Oui. réinvite en hiver, là où il faudra prendre un gros pull. Ou alors, faut installer une peut-être un juste milieu. Oui, un juste milieu Oui. peut-être. Voilà. Ouais. Peut-être dans des normales de température, mais je crois que ça va arriver de moins en moins dans l'avenir. Yes. Faut installer une clim sinon. Ouais. Rendez-vous au cinéma avec la clim. Des bisous. Allez, salut. Salut. Bisous.